Le livre de Smart Job, le livre de la semaine, livre passionnant, le fruit d'un travail très approfondi. La stratégie du poulpe, 60 récits du vivant pour inspirer nos organisations. Vous voyez la couverture de ce livre, édité chez Erol. Emmanuel Joseph Dailly est notre invité. C'est un vrai plaisir de vous accueillir, Emmanuel. D'abord, je le disais, vous êtes anthropologue, et il est précisé que vous êtes anthropologue, puis vous êtes aussi directrice d'un lab de recherche et prospective chez Juliette Sterwen, pour citer la marque. Là, c'est l'anthropologue. C'est la passionnée d'anthropologie qui, le soir, après le travail, s'est dit « Je ne peux pas rompre comme ça avec cette activité que j'aime tant et je vais écrire ce livre ». D'abord, le temps que vous avez passé pour écrire ce livre. Racontez-moi le travail que représente l'écriture de ce livre. Alors, ce livre, il naît d'un intérêt pour le vivant de longue date. Et il est la résultante d'une connaissance de l'entreprise d'une quinzaine d'années, de milliers d'heures de coaching, d'accompagnement des grosses organisations, et c'est le rapprochement des deux qui va en faire l'intérêt. Donc évidemment énormément de travail, des années de travail même. Ça naît comment? Vous avez une étude, on parle beaucoup de biomimétisme, des études, des reportages ont été faits, mais il n'est pas question dans ce livre de cette notion de biomimétisme, c'est-à-dire le concorde s'inspirant de la pointe d'un oiseau, le velcro s'inspirant des plantes. C'est pas ça votre livre, c'est pas ça. C'est vraiment l'idée de l'inspiration. Et j'ai fait un point d'honneur à ne pas utiliser le mot de biomimétisme, parce que l'idée, c'est pas de la transposition mimétique, c'est vraiment s'abreuver, changer de lunettes, changer de cadre. Donc d'où ça vient? C'est venu dans une forêt où j'ai eu cette première perception qu'il y avait quelque chose à faire pour relier ces deux univers. Dans cette forêt, vous trouvez des résonances entre ces arbres qui interagissent, la biodiversité, les champignons, avec le monde de l'entreprise. C'est cela la passerelle que vous faites? Sur le coup, c'était très intuitif, très sensoriel. Mais je fais cette passerelle-là, justement, sur ce côté sensoriel, sur aussi le fait que dans l'entreprise, on oublie beaucoup d'utiliser nos sens, on les utilise beaucoup moins qu'avant. On les perd. Très peu, on les perd. Que les sens nous donnent énormément d'informations sur la prise de décision, sur l'intuition, dont on a énormément besoin aujourd'hui. Donc tout ça vient de manière itérative. Donc vous nous dites, Emmanuel, et on va rentrer sur quelques exemples, parce que je ne veux pas non plus spoiler votre livre, mais 60 récits, c'est à travers des animaux, du vivant, qui ensuite vous créez des situations réelles et vous les transposez ensuite à la réalité de ces êtres vivants. Et c'est passionnant de voir les résonances, ou en tout cas les exemples qu'on peut tirer du vivant. Mais l'idée, c'est quoi? C'est qu'on doit se transformer, nous les êtres humains, en des arbres, on doit être beaucoup plus résilients. C'est quoi la philosophie? Alors l'idée, ça partait du constat que le biomimétisme, pour le coup là, mimétisme, inspire déjà énormément. La colle des moules va inspirer des chirurgies cardiovasculaires parce que cette colle, elle est comestible, donc c'est rare d'avoir une colle comestible. Les pattes du gecko, vous en avez cité, voilà, sur les feuilles de la bardane. Donc tout ça, d'un point de vue technologique et produit, ça inspire déjà énormément. Mais je me suis questionnée sur le fait que d'un point de vue organisationnel, d'un point de vue personnel, on n'arrivait pas à s'inspirer du vivant parce que trop éloigné de nous apparemment, ou difficulté de transposition. Et pourtant, quand on réfléchit, quand on creuse, quand on cherche, on voit qu'il y a des centaines d'exemples qui pourraient nous mener à réfléchir et à agir différemment. Alors avant de vous parler du rat et du regret, parce qu'il y a des sentiments qui nous traversent et que vous transposez ensuite à des animaux, en l'occurrence le rat, dont les hommes font une phobie, dites-vous, la stratégie du poulpe, c'est quoi la stratégie du poulpe? Il a une stratégie, le poulpe? Alors, l'idée du poulpe, c'est que c'est un animal fascinant. Hein. Il a gagné l'Oscar à Hollywood, mais aussi les paris de football. Mais au-delà de ça, il a ce côté très rusé, très malin, extrêmement précis, adaptable. Il se régénère. On peut lui couper un tentacule, il va repousser. Il peut être bipède. Il peut sortir de l'eau sur deux de ses tentacules. Il a un aspect très décentralisé parce qu'il a 3 cœurs et puis un cerveau unique, mais aussi des millions de capteurs dans ses tentacules. Donc on a longtemps parlé de 9 cerveaux pour le poulpe. Et c'est cette idée que par son agilité, par sa capacité à la fois à lâcher prise, à être astucieux, à pouvoir se transformer en pierre, en un autre animal, à pouvoir aussi observer de son œuf. C'est-à-dire que c'est un des seuls animaux qui devient orphelin à la naissance parce que sa mère meurt une fois que les œufs vont éclore et lui observe de la cellule des parois de son œuf pour capter les informations parce que la nature déjà est faite à l'intérieur de l'œuf avant même de naître. Vous allez me dire
un bébé, on a découvert aussi que le bébé dans le ventre de sa mère captait énormément d'informations avant même qu'il respire. Vous êtes d'accord? Bien sûr. Il y a un lien assez fort entre le bébé dans le ventre de sa mère et l'œuf et le poulpe. Bien, on capte dès le départ in utero énormément de Bien sûr. perceptions d'émotions, mais le poulpe, la nature est faite de telle manière que comme il va être orphelin, il n'a pas cette transmission intergénérationnelle, donc il va observer pour apprendre. Quelques mots sur le rat, et puis ensuite j'aimerais comprendre en quoi ce livre, quand on l'aura lu, parce que c'est un travail extrêmement documenté, riche, en quoi ce livre peut aider un dirigeant d'entreprise ou quelqu'un qui est dans l'entreprise à peut-être regarder autrement sa façon de travailler. Mais le rat, vous évoquez, alors là je suis tombé sur le baleineau, mais j'étais sur le rat, capitalisé sur l'émotion négative, la notion de regret. Vous situez notre problème lorsque nous sommes traversés par le regret, on s'est trompé, on a pris le mauvais chemin, et vous dites le rat, lui, il fait pas pareil. L'idée de l'être humain, c'est que déjà on différencie ce qu'on va appeler les émotions négatives et les émotions positives, alors que finalement l'émotion elle se contrôle pas. J'ai écrit un livre précédemment sur les neurosciences, donc elle arrive à notre cerveau en 3/10 de seconde, très rapidement. On peut rien y faire, et on perçoit certaines émotions comme négatives, alors qu'en fait l'émotion ne vient que nous apporter un message. Et les émotions dites négatives, on a beaucoup de mal en entreprise à capitaliser dessus. On parle peu des regrets à ses collègues, parfois on en parle à un collègue, mais pas à tout le monde. Donc on n'a pas de transmission collective des choses pour lesquelles on aurait fait un choix différent. Et le rat, il a ça de fabuleux, c'est que quand il fait une erreur, il y repense, voire il la transmet. Donc il y a une transmission. S'il mange par exemple une nourriture désagréable, il ne va jamais 2 fois faire la même erreur. Et il va même capitaliser avec ses congénères. C'est-à-dire qu'en fait, on transmet l'idée qu'il ne faut pas aller à cet endroit, qu'il ne faut pas boire cette eau. Donc on transmet ce que l'homme ne fait pas. L'homme est muré. En quoi, Emmanuel Joseph Dailly, ce livre, à la fois il est essentiel pour vous, il représente 2 ans de travail, mais en quoi il est utile pour nous, les êtres humains, ceux qui déforestons, polluons la mer, dégradons la planète? C'est un livre sur le vivant, sur la nature. Regardez et observez, c'est ça que vous nous dites aussi. Regardons, observons, changeons de paradigme, mettons d'autres lunettes, regardons des modèles qui depuis des milliards d'années fonctionnent, des modèles avec une temporalité différente aussi, qui ont su perdurer à travers la planète parce que l'évolution darwinienne est sans appel, c'est-à-dire que ce qui n'évolue pas va disparaître. Aujourd'hui, 99% des espèces ont disparu de la surface de la Terre. C'est vrai. Et c'est l'idée aussi de repenser d'autres modèles de performance, d'autres modèles de réussite, et de voir ce qui fonctionne dans le vivant et ce qu'on pourrait non pas copier, mais penser différemment en lien avec la nature dont on fait partie. Un mot qui a été très utilisé et qui est toujours d'ailleurs beaucoup utilisé pour les hommes, la résilience. C'est un mot aussi qui est très fort dans le vivant. Je pense aux arbres par exemple, lorsqu'un incendie les dévaste, on découvre en fait qu'ils ne sont pas morts. Il y a des mécanismes calcinés mais pas morts. Oui, et il y a des mécanismes de résilience absolument formidables tout au long du vivant, avec des principes qui, pour le coup, pourraient être copiés par le monde des organisations, notamment sur la modularité, cette idée des portes coupe-feu, pour que tout le monde ne brûle pas en même temps ou que des virus n'infectent pas un système entier de la même façon, des idées de diversité. Le vivant a cette approche de la diversité qui lui permet d'être toujours présent pour faire face au choc. Et ça fait partie des inspirations que le monde de l'entreprise pourrait reprendre. Parmi dans le panthéon de vos récits, puisque ce sont des animaux que l'on découvre à travers des situations de vie humaine, le poulpe, vous l'avez placé en titre parce que la description que vous en avez fait me fait plus regarder un poulpe de la même manière, pour être très honnête. C'est l'animal le plus incroyable que vous avez rencontré dans vos récits, ou il y en a d'autres ? Il y en a d'autres absolument formidables. Chaque animal a une place juste dans l'écosystème. Il y a des animaux qu'on appelle des espèces clés pour l'écosystème, qui sont moins fascinants ou moins médiatisés que le poulpe, mais celui-là a un côté très séduisant et séducteur aussi. Le poulpe, un animal qui séduit aussi et qui cherche à charmer les autres espèces. Ah, écoutez, le poulpe cherche à séduire. J'ai envie de rester sur ce mot de la fin. Je vais m'y pencher sur ce poulpe. Quand je regarderai un poulpe, je ne le regarderai plus de la même manière. Merci d'être venu sur notre plateau. Merci à vous. Pour ce livre riche, qui est le prolongement de vos travaux d'anthropologue. Vous êtes d'accord avec ça ? Absolument. Il y avait cette volonté de prolonger et de continuer finalement à chercher, parce que c'est un livre de chercheuse aussi. Et on ne cesse jamais d'être anthropologue ou d'être chercheur ou chercheuse. Merci, c'est un vrai plaisir de vous accueillir sur le plateau, Emmanuel Joseph Dailly. La stratégie du poulpe, édition Erol, 60 récits du vivant pour inspirer nos organisations, collaboration, innovation et le fameux mot résilience.
Voilà, et tout de suite, c'est le cercle RH et le débat d'actualité que vous attendez. Chiffres du chômage européen, ils sont tombés. On pourra les comparer avec les chiffres français. Le contrat d'engagement jeune, dévoilé par Jean Castex, pour aider ces jeunes sans formation et sans emploi. Puis on parlera de l'égalité salariale, hommes, femmes, femmes, hommes. Il y a toujours un écart significatif. On reviendra sur ces chiffres, sur ce chiffre où les femmes arrêtent le travail gratuitement depuis mercredi 9h22. On reviendra évidemment à travers cette campagne sur l'égalité ou l'inégalité salariale. Tout de suite, c'est le cercle RH.